bonnes idées et d'énergie avec beaucoup de monde à Saint-Étienne dans cette quinzaine Rosa Luxembourg. Je suppose qu'on était surtout là pour dire un mot de ce projet éditorial des œuvres complètes de Rosa Luxembourg qui a démarré maintenant il y a 5-6 ans. Et en fait, il y avait un premier volume qui était fait au sein du collectif d'édition Smolny qui venait de se former. Et le premier titre qu'on souhaitait faire reparaître, c'était Introduction à l'économie politique de Rosa Luxembourg, qui reprenait l'essentiel de l'espèce de manuel d'économie politique et de marxisme en toute généralité qu'elle souhaitait faire, que lui avait demandé en fait la direction du SPD devant le succès que rencontraient ses cours à l'école du Parti social-démocrate de Berlin, où elle a donné des cours entre 1907 et 1913. Donc on a fait une première édition qui est parue en 2008, et puis dans cette même année, nous avons rencontré les membres des éditions Agone, et ça faisait un moment qu'on nous disait qu'on aurait dû se rencontrer, etc. Et ils nous ont demandé, ils avaient vu ce travail-là, ils nous ont demandé, mais est-ce que vous ne voudriez pas faire une édition intégrale des œuvres de Rosa Luxembourg? Alors, on a dit oui, pourquoi pas, dans quelles conditions. Donc, en fait, tout un petit processus de discussion s'est mis en place. Et donc, le collectif d'édition Smolny en tant que tel, en tant que personne morale, est devenu maître d'œuvre en coédition avec Agone des œuvres complètes de Rosa Luxembourg. Alors il y avait plusieurs motivations, plusieurs questions aussi sur comment faire, qu'est-ce qu'on voulait faire, pourquoi le faire, quel était l'état de l'art, je dirais. Alors on a raconté le fruit de nos discussions, motivations, etc. C'est retrouvé dans cette plaquette qui est en fait une reprise à peine corrigée d'un article qu'on a fait paraître dans la revue Contretemps en novembre 2010, qui expliquait en fait comment on allait s'y prendre et pourquoi, etc. Et de quoi on disposait quand on parlait qu'est-ce qu'on mettait derrière l'idée d'œuvre complète de Rosa Luxembourg. En fait, la situation de Rosa Luxembourg était assez paradoxale. C'est une figure relativement bien connue, dont la connaissance repose sur différentes filiations historiques ou mémorielles qui peuvent aller de la lecture de ses textes, de ce qu'on savait de son combat, des lettres de prison par exemple. Et il y avait beaucoup l'idée que ce qui manquait, c'est qu'il nous manquait des lettres, etc. Admettons, au moment je dirais de l'intense communication qu'il y a eu avant et autour de la parution de ce livre. Il était dit, on trouvait sous la plume de journalistes que les lettres de Rosa Luxembourg n'étaient pas disponibles, etc. C'était vraiment inédit. En fait, on s'est aperçu que fondamentalement, bon an, mal an, les lettres avaient toujours été éditées, rééditées. C'était au contraire la partie qu'on trouvait le plus facilement. Modulo qu'on s'en tienne à une sélection de lettres. C'est-à-dire, en gros, la sélection de lettres qu'on retrouve un peu tout le temps, que ce soit dans cette édition-là, dans cette édition-là de Grimbert, ou le seul corpus de lettres plus étendu qu'on avait, c'était les deux remarquables volumes qui avaient été faits dans la bibliothèque socialiste de Maspero, sous la direction Badia, Haut, Claudie Veil, Irène Petit. Et puis, évidemment, il y a aussi les deux volumes de lettres à Léo Guichès qui étaient parus chez De Noël au début des années 70 et qui ont été réimprimés, je pense, quelques fois depuis. Mais qu'à côté de ça, le corpus politique de Rosa Luxembourg était extrêmement lacunaire, et il était doublement lacunaire. C'est-à-dire qu'il était à la fois lacunaire dans le sens où il y avait encore beaucoup à traduire en français, et dans le sens où, si on se mettait à établir la bibliographie complète de Rosa Luxembourg au sens de ce dont on pense la liste de tout ce qu'elle peut avoir écrit, de ce qui est référencé, dont elle cause, ou d'autres articles causent, etc., on s'apercevait que même l'édition allemande
était lacunaire, ce que savaient très bien d'ailleurs les responsables de l'édition allemande, en particulier Anne Lachitza, et dont on savait que de nouveaux volumes étaient en préparation. Alors, coïncidence du calendrier, l'édition allemande comble une première grosse partie de ces lacunes, avec un volume qui est sorti il y a maintenant un mois, et qui contient en gros 200 nouvelles entrées dans la bibliographie de Rosa Luxembourg, ce qui est absolument considérable, sachant qu'il y en avait 360 et quelques dans les Gesammelte Werke qui faisaient les 6 volumes du corps de texte, correspondance mise à part. Il y a 6 volumes de correspondance aussi qui sont à côté, ce qui montre que ce qu'on a de la correspondance est aussi largement complet. Donc en fait, il y avait énormément de choses qui nous manquaient. Donc le premier travail qu'on a fait aussi en interne, en parallèle de sortir ce premier tome, c'est d'établir une bibliographie complète qu'on continue de faire vivre sur la base des 2 grandes bibliographies qui étaient disponibles, celle de Badia et celle de John Peter Nettle, et de ce qui avait été trouvé par les chercheurs depuis. Et donc on arrivait à quelque chose, en fait maintenant ça va friser les 900 entrées bibliographiques, et évidemment on s'en rend compte qu'il nous en manquait beaucoup. Alors le fait qu'il nous en manque beaucoup ne veut pas dire qu'on ait raté absolument tout, et ne veut pas dire qu'il n'y avait rien en français. Il y avait un certain nombre de textes disponibles en français, mais ces textes eux-mêmes n'avaient pas fait l'objet parfois d'une édition critique, par exemple, où les traductions commençaient à être un peu datées, certaines paraissaient très bien, d'autres plus difficiles. Donc le principe a été de dire on va tout reprendre, on fera à la mesure de nos moyens, dans le sens où quand une traduction existe, on ne dit pas forcément qu'on va refaire une nouvelle traduction, on va peut-être faire des études comparatives comme vient de le faire Clivia, et de fait, c'est effectivement comme ça qu'on procède, et puis on traduit des textes d'inédits. Alors comme on le met comme exemple ici, on dit d'accord, on peut avoir raté beaucoup de choses, mais fondamentalement, est-ce que ce que l'on sait ne nous dit pas l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir sur Rosa Luxembourg? Alors là, je grignote par rapport à la suite, mais déjà au bout de 3 volumes, la réponse, c'est clair, on comprend des choses différemment et bien mieux, rien qu'avec ce qui a été publié. Mais j'avais toujours un petit exemple sous le coude, c'est celui que j'avais sorti, donc, en particulier aux camarades qui œuvrent au sein des Amis de Spartacus, des éditions de Spartacus. C'est prenons une période de temps très simple, quand Rosa Luxembourg est libérée de prison, donc le 8 novembre, et la période qui suit, et qui est donc jusqu'à son assassinat le 15 janvier. Ça représente quoi? 2 mois. Il y a en gros 24 articles de Rosa, c'est l'ordre de grandeur, 23, 24, 25 articles de Rosa Luxembourg sur cette période. Traduit en français, 10. On est en train de parler de la Révolution allemande, probablement l'un des événements majeurs du XXe siècle quant à ses conséquences, et je dirais à la notion de bifurcation historique qu'il peut induire, et sur une période aussi courte, aussi, entre guillemets, exposée historiographiquement, pour un personnage aussi connu que Rosa Luxembourg, qui en plus trouve la mort dans ces événements, on n'a même pas la moitié de ces textes traduits en français. Donc c'était pour nous un critère du coup évident qu'il fallait reprendre. Il fallait essayer de tout reprendre. Alors pourquoi tout plutôt que d'essayer de cibler? Parce que on ne voulait surtout pas se retrouver dans une situation où l'idée de choix, de sélection, de coupe, etc. nous mettrait tout le temps dans une situation plus ou moins désagréable. Et puis en fait on ne voulait pas avoir à présumer, nous, de ce qui serait vraiment important, de ce qui ne le serait pas. Il y avait vraiment l'idée de dire la moindre des choses, on pourrait même dire le moins que l'on doive au mouvement ouvrier de l'époque, à ses militants et à des figures politiques comme Rosa Luxembourg, c'est de rendre disponible tout ce qu'on peut, et dans les meilleures conditions possibles.
Alors, on a dit, donc, on va décourager toute critique sur les choix, sur le fait qu'on n'aurait pas tout montré, etc. On va se lancer dans l'intégralité. Mais comment faire quand vous dites l'intégralité des textes? Alors même que l'on savait, par exemple, qu'il y a encore un très gros travail de récupération des textes qui est devant nous, comme l'a montré le temps qu'il a fallu pour disposer de l'édition allemande, comme l'ont montré le travail qu'on a fait sur le deuxième tome, en même temps que l'édition anglaise aussi travaillait sur des textes similaires, avec les textes allemands qui n'étaient pas encore parus, certains sont d'abord parus en français, etc. Donc des textes qu'on cherche mais qu'on ne trouve pas, ou des choses comme ça. Donc ça c'était un premier point, et le deuxième point, c'est que une des conséquences aussi de cette approche d'essayer d'avoir la complétude des textes, c'était que la seule vraie façon de faire paraître ça, c'est la façon chronologique, comme ça se fait souvent dans les éditions dites scientifiques ou académiques, et que ça, on voyait que techniquement ça serait très difficile, et que ça répondait peut-être pas à l'approche qu'on avait de Rosa Luxembourg, ou même si on voulait avoir une édition critique, entre guillemets, correcte, avec au mieux de ce qu'on puisse faire, et il y a des erreurs, et il y a des lacunes, et il y a des choses qui manquent, il n'y a pas de problème, du moins il n'y a pas de problème, malheureusement je dirais plutôt. Mais on voulait aussi que chaque livre soit quand même quelque chose qui puisse circuler, qui fasse sens, qui reprenne un sens par son contenu et pas simplement par le fait que quelqu'un puisse se lancer dans l'étude longue des 10 ou 12 volumes que feront le corpus de texte de Rosa Luxembourg. Donc pour des raisons, je dirais, bassement pragmatiques, mais aussi d'essayer de donner du sens à ce qu'on faisait, on a opté pour une approche thématique. Donc après le tome 1 de Rosa Luxembourg, qui contenait donc une édition révisée et annotée pour la première fois de l'introduction à l'économie politique, le tome 2 est sorti en 2012, et lui c'était quand même une façon de marquer le coup aussi sur les aspects, qu'est-ce qu'on peut trouver de Rosa Luxembourg qu'on n'a pas, puisque là, l'intégralité des textes qui sont là-dedans n'avait jamais été traduit en français. Et donc on a montré comment on pouvait donner une unité à différents textes avec un titre à double sens, à l'école du socialisme, puisque ça parle de qu'est-ce que Rosa Luxembourg, des textes de Rosa Luxembourg sur la pédagogie, sur l'école du parti, mais aussi évidemment se mettre à l'école du socialisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend du socialisme, en quoi ça participe du processus d'auto-éducation, d'auto-formation et de développement de la conscience de classe au sein du prolétariat. Donc ça c'était le tome 2, et le tome 3 était une autre approche thématique, vraiment différente, c'est le socialisme en France, et qui a montré comment, sur la base d'une approche thématique qui n'était pas inédite, puisque le livre de Daniel Guérin, qui était paru au début des années 70, portait exactement le même titre et avait le même objectif, regrouper les textes de Rosa Luxembourg sur la politique française, en particulier la lutte contre l'opportunisme, contre le ministérialisme, etc. Et bien, sur les 41 entrées qui sont dans ce volume, il y en a une vingtaine d'inédites aussi. Donc même sur un sujet qui avait été déjà parcouru, en quelque sorte, on glisse un peu inédit. Un quatrième exemple, et ça sera le dernier, mais j'y tiens, c'est celui sur lequel on est en train de travailler. C'est donc le tome 4, qui, en cette année 2014, qui en évoque une autre 100 ans plus tôt, va être un livre plus court, probablement plus court que le plus court des trois premiers, c'est-à-dire un peu plus court que celui-là, et qui sera la brochure de Junius et autres textes sur la guerre et l'international. Et là, en gros, on a essayé de regrouper dans un livre un peu coup de poing, parce qu'il y a ce pamphlet extraordinaire qui est La crise de la social-démocratie, ou appelé brochure de Junius, rédigé donc au début du printemps 1915 par Rosa Luxembourg en prison. Elle est incarcérée en février.
on a mis avec aussi quelques textes inédits. Ils sont peu nombreux, elle écrit peu de choses par la... C'est pas le fait de sa volonté, hein, mais en 1915, et en particulier, il y aura les premières traductions des articles du numéro unique d'Internasjonale, du groupe d'Internasjonale, ainsi que le compte-rendu de leur première réunion, c'est-à-dire le groupe qui est la matrice de Spartacus. Donc, et on mettra en écho aussi les motions, discussions, interventions, discours de Rosa Luxembourg dans la Seconde Internationale sur la question de la paix. Donc là, on veut vraiment sortir ce texte coup de poing. Et alors, ça nous ramène, c'est pour ça que je tenais à en parler, exactement à cette question de la traduction, puisque autant pour les textes inédits, il n'y a pas de souci, on lance une traduction, il y a une traductrice qui se met au boulot et c'est parti. Là, on a deux versions deux traductions françaises de la brochure de Junius. Et vous lancez, vous employez deux traducteurs. Du moins, les traducteurs sont attendez, qui a fait... Ils sont plus là, non, ils sont... Mais... On va voir à la fin de traduction... non, on ne lance pas de traduction. Il existe deux traductions qui ont été éditées... alors, la première en 1934, l'autre édition, c'est celle de Spartacus, qui fait le fond de ce qu'on va prendre. C'est celle-ci, hein, avec la fameuse photo qui est reprise dans une des expos, comme base d'une expo photographique à Saint-Étienne. Hein. Et là, typiquement, quand on regarde ces deux éditions, on peut vite réaliser que chacune des traductions mérite d'être révisée. Et dans les deux cas, ce ne sont pas des éditions appareillées de notes, comme on pense que maintenant c'est nécessairement le cas pour refaire les connexions avec les événements, les personnes ou les sujets qui sont abordés. Donc on se retrouve dans une situation où 99 ans plus tard, et c'est dramatique d'y penser, hein, on espère faire quelque chose qui puisse ressembler à la première édition critique du texte, et on se retrouve dans des situations exactement comme tu disais tout à l'heure, où pourquoi tout d'un coup des bouts, des mots ne sont pas traduits, ne sont pas pris comme ça, ou sont totalement extrapolés, ou pourquoi les accentuations du texte original ne sont pas respectées. Je veux dire, ça peut être plein de choses. Et donc ça, je vais peut-être laisser Marie en dire un mot là-dessus, puisque j'ai gentiment accepté de participer à cette révision du type de travail, de qu'est-ce qu'on peut percevoir quand on regarde un texte comme ça, où on pense qu'il y a besoin d'une révision, quoi. Mais, moi j'ai juste commencé, donc je ne peux pas donner un avis global sur le texte, mais ce qu'il y a, c'est que non, parce que j'ai pas envie d'être bon. Mais ce qu'il y a, c'est que les différences entre les deux traductions, elles montrent que soit on cherche à traduire en étant fidèle à la langue, soit, mais dans ce cas, on oublie toutes les références sous-jacentes qu'elle a pu mettre, c'est-à-dire que elle fait parfois des références à Marx sans le citer entre guillemets, mais en reprenant trois adjectifs qui, dans cet ordre-là, sont clairement une référence à un début de paragraphe du Capital, par exemple. Et ça, c'est traduit différemment dans la version de Rosa Luxembourg que dans celle du Capital, parce qu'on a juste cherché à faire du mot à mot ou être précis sur les mots. Or, si on n'a pas la référence au Capital, on perd bien 50% du sens du texte. Et c'est en ce sens que la révision est importante, parce que
l'erreur, elle n'est pas seulement dans la conclusion de, comment dire, que va en tirer le lecteur, elle est dans la remise dans le contexte de l'époque. Le texte, il est dénaturé par le travail du traducteur, si j'étais clair. C'est un petit peu la même chose, si je peux faire le parallèle avec le travail de lecture que tu as fait. Quand on prend le résultat de la traduction de Rosa Lavi. Parce que Rosa Lavi, il a été traduit dans un but artistique. Du coup, on cherche parfois à remettre, à faire réapparaître des effets de style qui font qu'on choisit d'autres mots que les mots qu'on aurait pris si on voulait juste traduire le sens. Donc on se retrouve sans arrêt face à un choix presque uniquement à chaque mot, quoi. Comment travailles-tu? Comment tu t'approches à un texte et comment tu travailles? Eh ben, je le fais une fois seule, depuis l'allemand, et je recompare avec toutes les traductions que je peux trouver. Et s'il n'y a pas des traductions? Jusqu'à présent, j'ai pas eu le cas. Ouais. Parce que pour la brochure de Julie, ça existait déjà. Ouais. Quand tu compares aussi un peu, tu trouves ce qui t'y plaît le plus, on peut dire, simplement comme ça. Ouais. Je fais le pareil. Mais je pense, oui, à la façon dont on découvrait, je pense que mais après, je me demande si la problématique que tu as évoquée, elle est relative à la langue française, parce que j'avais cru comprendre dans des recherches sur les histoires des traductions que en anglais, on avait beaucoup plus de textes et beaucoup plus de versions de traduction d'un même texte qu'en français. Ouais. Je sais pas. Non, en tout cas pas pour Rosa Luxembourg. En tout cas, ils sont partis de loin. Alors ils sont partis de loin, mais ils sont partis très fort maintenant, puisqu'il y a un projet en parallèle de l'édition française qui est les œuvres complètes de Rosa Luxembourg en langue anglaise, ce qui est une grande nouveauté. Et pour l'essentiel de ce qu'ils ont à faire, ils retraduisent tout de zéro, même quand ils avaient des bouts de traduction. Mais par exemple, en anglais, ils acceptaient, il y avait eu des éditions incomplètes, par exemple de l'accumulation du capital, des choses comme ça. Ils acceptaient, en anglais, ça semblait se faire d'avoir des ouvrages pas complets, mais avec des passages, des grosses sections, je sais. Mais là, apparemment, tels qu'ils sont partis, eux, ils retraduisent beaucoup de zéro. Bon, ils le font dans un cadre différent, justement, où ils prennent une approche. Au début, ils étaient partis pour dire on va faire tout chronologique. Ils se sont aussi heurtés à quelques difficultés comme ça. Donc, ils redécoupent en chronologique à l'intérieur du volume politique, par exemple, et des choses comme ça. Moi, je ne saurais pas te dire plus. Mais pour ce que tu dis sur le sens, moi, je crois que c'est quand même notre responsabilité première, c'est assurer d'être au plus près du sens. Et au plus près du sens, ça veut pas dire un texte illisible ou du moins qui serait complètement haché ou qui garderait les mêmes constructions, etc. On a le cas, donc, Altiplano avait réédité il y a 4-5 ans la traduction de 1934 telle qu'elle. Et celle-là, par exemple, vous ne pouvez pas la lire à haute voix. On bute complètement sur les constructions de phrases. Et pourtant, on sent que souvent, au niveau vocabulaire, elle essayait de coller un peu mieux. Donc le respect du sens, c'est effectivement, on n'a pas le droit de couper, de retirer une idée. Et le respecter le sens, c'est aussi, comme tu disais, quand il y a une référence implicite à Marx, il ne faut pas la rater. Il y a l'exemple du passage de souiller, déshonorer, pataugeant dans la boue,
et le sang, justement, il y en a presque aucun qui mettait sang et boue, qui étaient les deux termes qui sont utilisés dans beaucoup de traductions du Capital de Marx quand il évoque comment le capitalisme vient à la vie, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que l'édition du Capital maintenant qui fait référence, et que nous, admettons, on utilise pour un autre ouvrage sur le Capital de Marx, qui est donc l'édition qui a été établie sous la direction de Jean-Pierre Lefebvre, n'a pas utilisé boue pour traduire le terme, mais a utilisé saleté, ce qui paraît un peu plus faible. On pouvait utiliser crasse aussi, si on voulait, des choses comme ça. Et du coup, alors, on se retrouve dans une situation doublement problématique sur la traduction, c'est qu'il y a les traductions qui ratent complètement la référence au Capital de Marx, et que maintenant même, si nous on le sait, on est embêté pour savoir finalement quels sont les termes dans les différentes traductions de Marx qu'on va décider de privilégier pour que ça sonne pareil. Et parce qu'on pourrait dire boue et crasse, boue et sang, boue et saleté, pour suivre l'édition du Capital chez Puf. Mais en même temps, ça nous gêne un peu parce que dans le contexte de Rosa Luxembourg, ça paraît presque faible qu'elle dise sang et saleté, par exemple. Du coup, il serait presque possible de savoir les textes qu'elle avait lus de Marx. Là, on s'en sortira en mettant la note, parce que je pense que quand elle dit ça, il n'y a pas un lecteur de toute façon, ou presque pas un lecteur, qui n'a pas ce passage hyper célèbre du Capital de Marx entre les oreilles. Moi, j'exagère peut-être, mais je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de Rosa Luxembourg qui, à cette époque-là, pour qui ça fait tilt quand elle le dit. Parce qu'en allemand, par la force des choses, c'est exactement les mêmes termes. Donc nous, ce qu'on mettra, c'est sûrement la note qui dit voilà, c'est ça les termes allemands, et c'est ça qu'on trouve dans l'expression bien connue de Marx. Quel que soit comment on traduit maintenant l'expression bien connue de Marx, puisqu'on en a plusieurs versions. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce débat sur Marx, enfin sur le Capital, alors qu'il a lui-même contrôlé une traduction? Parce que la traduction de Joseph Roy, il l'a relu. Donc pourquoi est-ce qu'après on va chercher à prendre une autre traduction qui n'aurait pas... Parce que pour moi, si c'est marqué le relu, c'est que c'est validé en quelque sorte. Une controverse aussi. Quel type justement de relecture, de révision Marx a fait ou pouvait faire à ce moment-là quand on sait qu'aussi il y a des ajouts, donc on sait qu'il y a eu un travail conséquent de Marx sur... mais est-ce que du coup ça freine de repenser la traduction à un moment donné, d'une traduction qui a 120 ans C'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, sur des questions de vocabulaire comme ça, que c'est pas ça qui a arrêté Marx. Marx voulait vraiment aller sur des choses de sens, et c'est là-dessus ce que prouve le fait que, par exemple, il ait voulu faire des ajouts, des corrections de sens, et que sur le vocabulaire, l'agencement des phrases, etc., c'était peut-être moins sa préoccupation. Peut-être, hein, mais je m'avance. Hein. Comme dit l'autre, ça sera coupé au montage, ça, sinon je vais avoir 99% des marxologues qui vont tomber sur l'orable. Mais ça... En tout cas, le fait est qu'on va voir probablement que pour trancher, là, sur ce passage-là, c'est mieux de citer la version Roy, qui doit être très proche de celle de Ribel aussi, d'ailleurs, sur ce passage-là. En tout cas, l'idée, et c'est ça, pour ça qu'on parle d'appareil critique, c'est de dire cette correspondance de texte se fait peut-être plus aussi simplement maintenant. Nous la rappelons, bon, ceux qui l'ont vu, tant mieux pour eux, mais on le met parce qu'on voit que ça n'a pas été forcément le cas. C'est pas toujours le cas, quoi. C'est en tout cas pas le cas pour dans les formes de traduction qu'il y a pu y avoir. Une question, il existe une version, enfin une intégrale avec notes critiques en allemand qui du coup peut vous servir, j'imagine. Alors, l'histoire des éditions allemandes de Rosa Luxembourg est succinctement résumée ici, mais en fait c'est succinct parce que c'est une histoire
suffisamment simple. Les œuvres complètes de Rosa Luxembourg, on a failli les avoir très très vite, très très tôt. Et tel que c'était parti, franchement, c'était bien parti, c'était fait un bon travail. C'était en fait les communistes allemands, au tout début des années 20, entreprennent l'édition des œuvres complètes de Rosa Luxembourg. Ça vient sûrement pas, je serais tenté de dire, dans les contextes où ils étaient, ils avaient sûrement d'autres chats à fouetter, mais en même temps, il y a aussi un combat autour de Rosa Luxembourg et de l'édition de ses textes, et en particulier un coup de tonnerre terrible, c'est quand Paul Lévy fait sortir le manuscrit La Révolution russe de Rosa Luxembourg en 1921, un peu de temps après avoir quitté le KPD, le Parti communiste allemand. Et on a une lettre de Lénine à ce moment-là à la direction du parti, je vous la lis parce qu'elle est quand même assez étonnante. C'est une note, c'est un article public qui est publié dans la Pravda en 22. Donc voilà ce que dit Lénine à propos des œuvres de Rosa Luxembourg. Les communistes allemands mettent un retard impossible à publier. On ne peut les excuser partiellement que par les pertes énormes dans une lutte très dure. Il parle des œuvres complètes, c'est très étonnant quand on voit c'est quoi les combats qu'il y a encore dans l'Allemagne jusqu'en 23, l'engagement politique et ça. Il leur dit, mais en gros, qu'est-ce que vous faites? Oui, il faut quand même vous excuser parce que vous avez des pertes très lourdes. Mais on est en train de parler de pertes physiques à l'époque, c'est les militants qui disparaissent, etc. Donc ça montre l'enjeu qu'il y avait à publier Rosa Luxembourg. Il n'était pas question de voir publier Rosa Luxembourg par tous les dissidents qui commençaient à naître et à être un peu nombreux, du KAPD, du KPD, etc., des organisations, des diverses organisations communistes allemandes. Et donc, en fait, il y a une première édition des Gesammelte Werke qui paraît dans les années 20. La direction de principe est donnée à Adolf Warski et Clara Zetkin. Et la cheville ouvrière, celui qui fait vraiment l'essentiel du taf, c'est Paul Fröhlich. Et 3 volumes vont paraître. Et c'est pareil, il prend une approche thématique, sauf pour les gros livres. Donc il y a un volume de l'accumulation du capital qui paraît. Il y en a un autre qui est celui, attendez que je ne dise pas de bêtises, celui contre le réformisme, qui sort en 1925, donc alors l'accumulation du capital en 1923, contre le réformisme en 25, et syndicats et grève de masse en 1928. Et après ça s'arrête. Après ça s'arrête parce que lui-même, Paul Fröhlich, n'est plus en odeur de sainteté, et puis de toute façon, en 1931, tout ce qui est édition des œuvres politiques, aussi bien de Marx que Rosa Luxembourg, sont gelées. Le génial Staline publie un article sur Rosa Luxembourg où il qualifie, dans un article, où il qualifie Rosa Luxembourg de semi-menchevique, de théoricienne semi-menchevique. Alors semi-menchevique en 1931, ça pèse lourd. Aujourd'hui, je crois que on ne comprendrait même pas qu'on dit ça à quelqu'un ou quoi que ce soit. À l'époque, c'est plié, quoi. C'est mort, on arrête tout, on ne publiera pas Rosa Luxembourg. Mais à la limite, pourquoi se soucier de Rosa Luxembourg alors que dans le même mouvement, Staline limoge David Riazanov, qui avait entrepris l'œuvre d'édition de Marx et Engels, et donc, à part quelques volumes qui vont ressortir encore, qui se terminent, un ou deux volumes qui terminent de la première méga, Marx, Engels, Gesamtausgabe, ça s'arrête aussi, ça s'enlise dans les sables, tout pareil. Donc on en restera là, et en fait, en France non plus, c'est des groupes comme la revue Masse et les premiers Spartacus de René Lefebvre qui vont se mettre à publier Rosa Luxembourg. Donc il va falloir attendre beaucoup de temps avant que ça soit repris en main. Il y aura très vite, au moment où se forme la DDR, l'Allemagne de l'Est, on remet en selle
Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg comme des héros authentiques du mouvement ouvrier contre la social-démocratie ouest-allemande, pour bien marquer... Pour moi, voilà, et donc, hop, très vite, on sort des deux malheureux recueils comme ça de Rosa Luxembourg, en 51, réédité en 55. Ça vaut ce que ça vaut. En termes d'édition intégrale ou d'édition critique, c'est une plume, c'est pas grand-chose. Mais ça veut dire qu'on a le droit de se remettre à travailler là-dessus. Et du coup, il y a toute une génération d'historiens, et aussi bien allemands que polonais, qui vont pouvoir se remettre à travailler sur Rosa Luxembourg. Et le résultat de ça sera les Gesammeltwerke, qui commencent à apparaître à partir de 1975, ou en 6 volumes, ont constamment été réédités depuis. L'essentiel de ces textes connus alors sont intégrés. Mais quand on compte le nombre d'entrées, c'est ce que je vous disais, ça fait 360 entrées à peu près, sur les entre 850 et 900 où on est le répertoire actuel, quoi. Et c'est pour ça qu'ils viennent de sortir un gros pavé de 900 pages qui contient donc que des textes inédits en allemand. Hein. Et à peu près des gens qui étaient de la même équipe, hein, qui avaient pu faire la première, qui avaient participé à la première édition. La première édition, alors à se faire en Allemagne de l'Est aussi. Alors, vous savez, c'était avec les phrases de début qui disaient sous les auspices du SED, hein, donc du parti communiste est-allemand, du comité central du Parti communiste allemand, pour être très précis, etc. Et l'édition allemande de Rosa Luxembourg a ce mérite, finalement, rétrospectif, qu'il y a extrêmement peu d'annotations. Alors qu'en général, ça pouvait être truffé de trucs qui expliquaient ce qu'il fallait comprendre, etc. Là, il y en a très très peu. Et ce qui a permis de la reprendre après par des procédés photomécaniques, et simplement avoir de temps en temps à changer une note pour faire les nouvelles éditions. Quand on voit maintenant le volume qui est sorti cette année, l'appareillage de notes et l'appareillage critique, index, etc., est considérablement plus étoffé. Et ça, ce n'est qu'un volume, un deuxième volume donc, qui couvre les années 1893 à 1906. Un deuxième volume fera 1907 à 1919 de tout ce qu'il y aura. Ce sera sûrement aussi volumineux, donc ça veut dire qu'on en trouve beaucoup. Alors là, très clairement, on s'appuie là-dessus, on va s'appuyer là-dessus, il n'y a aucun problème. Et sur le travail de l'édition anglaise, sur le tome 2, par exemple, en fait, on a échangé nos fichiers français-anglais de nos versions annotées, suivant le premier des deux qui était prêt, quoi. Donc, et résoudre on avait comme ça 2-3 énigmes de textes qu'on ne trouvait pas, ou de références bizarroïdes, etc. Ça, c'est très sympathique. Donc ça aide, hein, clairement. Voilà. Ça aide, ça n'empêche pas la difficulté. Je ne voudrais pas en plus là-dessus diminuer en plus le mérite de l'édition Allen qui fait ce projet, que sortir le corpus de texte de Rosa Luxembourg, c'est pas le best-seller de l'année à chaque fois. Apparemment, loin s'en faut. C'est difficile. Alors la bonne nouvelle, puisqu'il a été beaucoup question de lettres, c'est qu'on démarre l'édition des lettres complètes. Et on voudrait se mettre à glisser un volume de lettres après le volume 4 de texte, faire le volume 1 de lettres à la fin de l'année prochaine. Mais c'est pas encore totalement plié, mais ça pourrait être. Et là, ça sera 4 très gros volumes. Mais pas un par an. Un tous les 2-3 ans. Soyez pas pressés. Là, il y a déjà quelques traductions. Oui. Bah, il y en a une de plus depuis tout à l'heure en plus. Cet extrait de cette lettre, ouais. Mais il y a 2-3 trucs. Mais là, évidemment, on reprend tout ce qui a été fait dans la version Maspero, les 2 volumes Maspero. Une phrase là, parce que. Non, on relit avec l'allemand, mais on verra ce qu'on fait. En plus, on a la chance de toujours avoir le contact avec certains traducteurs, en tout cas avec Claude Duveil. Donc on verra aussi ce qu'elle pense elle-même de ce travail.
de ces traductions et des traductions de l'équipe avec qui elle était. Donc son avis sera très important là-dessus. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Je sais pas, je choisis un parce que je pense que 3 traductions à comparer, ce sera suffisant. Mais il y a un autre livre, les lettres à Sophie. Où il y a toutes les lettres à Sophie Lipp. Et là, cette lettre-là, il a dedans aussi, bien sûr. Mais ça, comme tu as dit tout à l'heure, Marie, c'est très, très poétique, c'est très floral, on peut dire même, la traduction là. Bon, il y a beaucoup de livres avec les lettres. Qui couvre à peu près le même ensemble de lettres. C'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'éditions, beaucoup de versions, mais finalement pour le même petit corpus de lettres. Et il reste l'autre base de lettres à côté à faire. Il y aura beaucoup de traductions inédites. Alors peut-être qu'on découvrira qu'elles sont toutes moins intéressantes que celles qu'on connaissait déjà. Mais Ce serait pas grave un peu. moi, je donne un exemple aussi dans les trucs inédits. Oh, pourquoi on a besoin de etc. Quand vous regardez les auteurs allemands quand vous lisez par exemple comme Michael Kretke qui nous a fait la postface pour ce volume-là, il y a une série d'articles qu'on ne voyait jamais cités en français et que les auteurs allemands, eux, citaient régulièrement, qui était la série sur de l'héritage de nos maîtres, et où elle parle de l'édition de Marx et Engels à son époque, et de qu'est-ce qu'elle comprend, comment elle lit. Il faut voir qu'elle est en train de parler essentiellement de l'édition de Franz Mehring, que Franz Mehring fait des œuvres de jeunesse de Marx, etc. Et par exemple, il y a des textes que la social-démocratie allemande lit pour la première fois au moment de cette édition-là. Il faut se rappeler qu'on a découvert des textes de Marx, y compris dans les milieux dits marxistes, relativement tard, pendant toutes les premières décennies du XXe siècle. Et donc ça, c'est des textes indispensables. C'est comment Rosa Luxembourg lit Marx pour la première fois, comment elle défend aussi encore Lassalle, etc., dans la correspondance Marx-Lassalle qui est publiée à ce moment-là. Donc finalement, on se dit, vaut mieux essayer de tout traduire. Encore une fois, de toute façon, le choix, c'est risqué un choix, parce qu'en plus, moi j'ai l'impression qu'avec les lettres, parce qu'il y a eu un choix de fait à un moment donné, on boucle un peu tout le temps sur ce choix-là. Il n'y a plus le recul pour se dire, mais on a une lettre sur 4 ou une lettre sur 3 de traduite, parce qu'on est bien sûr qu'il n'y a rien dans les 2 sur 3 qu'on n'a pas lu, ou qu'on a lu qu'en allemand, mais qu'on a peut-être lu il y a 20 ans et que donc, une personne s'est fait toucher. Mettons qu'on lit ces textes-là, on est content qu'ils soient en français. Ça. Question ? Plus de questions ? Question toute bête, est-ce qu'il existe des éditions bilingues ? Parce que je vais de temps en temps à la librairie allemande à Paris, et j'ai trouvé des textes allemands, notamment de Freud, où il y a certaines éditions bilingues. Et je voulais savoir si ça existait aussi pour Rosa Luxembourg, ou ça n'existe pas. Moi, j'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé ? Non. D'accord. Parce que moi, j'ai regardé aussi. Mais pour Rosa Luxembourg, non. C'est plutôt les classiques comme ce qu'on étudie à l'école. Là, il y a l'édition allemande de DTV, DTV, qui font beaucoup de livres bilingues. Et pas de Rosa Luxembourg. Non, pareil. C'est pas prévu qu'on le fasse dans le corps. Les lettres, je dirais que ça pourrait être ça. Pour les lettres, ouais, ça pourrait. Pour un extrait, pour un sous-ensemble, c'est souvent ce qui se fait quand même, hein, pour un sous-ensemble. C'est pas les belles lettres pour les auteurs classiques, où là on le fait pour l'intégrale du texte.
pour une sélection, ça pourrait se faire. Hein. Il y avait eu ça pour certains textes de Marx, eux ont bénéficié de ça. Ah oui. Le manifeste, par exemple. Il y a eu une édition française bilingue. C'était Aubier-Montaigne qui faisait ça à une époque. Pour Rosa Luxembourg. Alors, puis on va pas mettre la version allemande. Après, il y en a qui vérifient la traduction. C'est pas possible. Moi j'ai découvert le Smolny via le site internet en fait, qui est très très riche et du coup qui couvre un spectre assez large de textes, de recherches bibliographiques et de textes sur le mouvement ouvrier. Et du coup, une question un peu bête, mais pourquoi in fine publier Rosa Luxembourg par rapport à d'autres est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment des grosses lacunes en termes d'œuvres complètes ou parce que, je sais pas pourquoi. Il y a d'autres auteurs importants qui mériteraient, entre guillemets, des œuvres complètes. Je sais pas, c'est une question un peu naïve. Marx, par exemple. Mais il y a un projet qui n'est pas tout à fait de même nature, mais il y a un projet. Alors pourquoi Rosa Luxembourg? Alors, je disais tout à l'heure, il y a eu cette idée que c'est l'introduction à l'économie politique, en tout cas, c'est le livre qui était sur les fonds baptismaux de Smolny. C'est-à-dire quand Smolny se crée, c'est avec aussi l'idée de sortir ce texte-là. Quand Smolny se crée, c'est avec ce livre-là et avec l'idée qu'on est revenu dans une période, depuis 2003 en particulier, où dans les mouvements de lutte, il y a un niveau de discussion, etc., qui n'est quand même pas celui qu'on a connu dans les années précédentes, où des choses peuvent être remises sur le tapis, peuvent être remises dans les assemblées générales, dans les comités de grève, etc. Et parmi les quelques membres qui sont à l'origine de Smolny, il y a quand même beaucoup cette idée de publier des auteurs, des textes qui, pas forcément, je dirais, qui ont une actualité immédiate ou qui disent directement quelque chose, mais qui renvoient à une autre vision du mouvement des luttes et de la lutte politique que ce qui a été donné à vivre et à écouter et à suivre pendant des décennies par les mouvements social qui se réclamaient du socialisme, qui se réclamaient du communisme et qui n'en avaient souvent que l'appellation. Donc c'est tombé sur Rosa Luxembourg et je dois dire, le coup après de partir sur les œuvres complètes, encore une fois, il y a eu cette suggestion, cette incitation d'Agone, de l'équipe Agone, à ce moment-là, en 2008-2009, on a discuté un peu après, mais 2008, je pense, la première proposition. Et on s'est pris au jeu de s'apercevoir qu'il y avait vraiment des choses qui nous manquaient, y compris à nous qui avions à peu près, pour certains, lu tout ce qui était disponible de Rosa Luxembourg en français depuis longtemps. Et en particulier, ça a été vrai quand on a commencé, du moins qu'on a vu le travail préparatoire sur ce volume-là. C'est encore vrai quand on parle de la brochure de Junius. Demandez, par exemple, il y avait Dominique Poiré qui est intervenu la semaine dernière. C'est quelqu'un qu'on s'est rencontré la première fois. On avait en commun de se dire, bon, dit Internationale, tout le monde sait que ça existe, tout le monde sait que c'est un numéro unique, que ça a été le chaudron de tous les internationalistes, c'est le numéro, il y a deux revues comme ça qui ont il y a Internationale en 1915 et Fort Botte en 1916, où les internationalistes de plusieurs pays viennent contribuer et font quelques articles importants, et elle avait toujours à l'esprit, par exemple, de publier ça. Et du coup, que des gens comme nous, etc., se disent, bon, oui, c'est toujours pas publié, faisons-le. Alors qu'on n'a pas, il n'y a pas de notion ni de compétence, d'expérience ou tout ça, c'est des notions qui n'existent pas dans Smolny. Le seul critère, c'est la bonne volonté, et la volonté tout court de le faire. Ça renvoie à une autre question. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis longtemps, quoi. Et je vous dis, des fois, c'est une dimension dramatique. Pas disponible d'une bonne version de la brochure de Junius. Encore
encore une fois, on disait celle de Spartacus et on était très content de la lire, hein, il n'y a pas de souci. Mais que ça n'ait pas été pris en main plus tôt, bah, ça renvoie à autre chose. Hein, malheureusement, justement, ce que pressent et ce que dit Rosa Luxembourg pendant toute la guerre, et à commencer par la brochure de Junius, c'est nous vivons peut-être une bifurcation historique, que la défaite que connaît le prolétariat en 1914 tout au long de la guerre est une défaite historique dont il ne sera pas évident de se relever. Et elle, tout ce qu'elle dit, c'est que ça sera toujours bien plus compliqué que ce qu'on croit, ou que ça risque de passer par des phases très très longues. Et toute cette phase qu'on pourrait qualifier de contre-révolution depuis, malgré cette poussée révolutionnaire en Russie, qui elle, comme beaucoup d'autres, l'exacte et à juste titre, parce que c'est un mouvement insurrectionnel, un mouvement de masse exceptionnel aussi, ce qui se passe en Russie dans l'année 17, 18, etc., est un contre-coup de cet effondrement, mais en particulier du fait de l'échec de la révolution allemande, n'inversera pas le cours historique à la contre-révolution. Il n'y a que, je dirais, le régime soviétique consolidé qui fera acclamer partout la construction du socialisme, etc., et les grandes victoires. Alors que pour toute une génération des révolutionnaires, et parmi les radicaux internationalistes les plus marquants, pas que Rosa Luxembourg, hein, il y avait cette angoisse, cette appréhension de vivre une période où, effectivement, comme elle le dit à plusieurs reprises, il se joue à un moment important de l'histoire du monde, et qu'on n'est pas sûr de prendre la bonne branche. On a eu la même question pour quelque chose qui thématiquement est proche, je voulais quand même amener, c'est la revue communiste, qui sont l'intégrale de 4 numéros qui paraissent entre mai-juin 1918 à Moscou. C'est tout simplement l'intégrale de ces textes qui sont la première et la plus forte, et probablement la plus forte qu'il y aura jamais, opposition au sein du parti bolchevique. Et cette opposition était connue, tout le monde savait qu'elle existait, mais on la lisait très peu. En fait, on la lisait par son détracteur principal. Il se trouve que leur détracteur principal s'appelait Lénine. Alors, ça pesait d'un certain poids, à juste titre d'ailleurs. Mais la question était, mais pourquoi 90, 95 ans plus tard, on n'a toujours pas lu ces textes des oppositions? Et on a fait ce qu'on a pu, on a eu des retours, des critiques, quelques critiques tout à fait justifiées sur le travail, etc. Mais aussi quelques appréciations quand même sur la portée de ce travail et l'effort éditorial qui était fait, encore une fois, par des réunions de bonne volonté, alors que c'est une source historiographique pour tous ceux qui sont tombés dedans depuis, où effectivement parler de la révolution russe et du cours historique de la révolution russe sans avoir lu réellement ce qui était en discussion à cette époque-là, maintenant c'est pas possible. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. On l'a fait pendant le 95, et en toute langue. Hein. Sauf la construction du socialisme avait été traduite justement chez DTFO en début des années 70 dans une petite collection de poches allemande qui s'appelait Dictature du parti ou Dictature des masses ou Dictature démocratique, voilà, quelque chose comme ça. Et ça c'est du même ordre, quoi. Pour le fond, d'ailleurs, c'est quand même intéressant. Hein. C'est pas pour rien que... Alors pourquoi Smolny s'intéresse à cela? Parce qu'il y a d'autres oppositions, mais elles sont éditées. Les oppositions trotskistes, par exemple, bah, c'est très bien. Je veux dire, les différents courants trotskistes qui ont pu exister après coup ont fait un gros travail en général, y compris en français. Je veux dire, les œuvres de Trotsky qui ont été publiées sous la direction de Brouet et tout ça, c'est un très gros travail. Ce travail a été fait. Les oppositions de gauche, en particulier
internationalistes les plus radicaux, hein, on peut citer Rosa Luxembourg, Radek, Boukharine, tout ça, ça n'a pas été fait. Ça se fait maintenant. Mais ça n'a pas été fait parce qu'ils ont été assassinés, parce que, enfin, pas forcément, parce qu'il y a eu le stalinisme qui a eu un dogme officiel de ce que devait être la pensée socialiste, la pensée marxiste. Et oui, il y a eu directement une action comme ça, du moins explicite, hein, comme on disait, le coup de ne pas publier, ça c'était quasiment des directives, mais c'est à la fois... Au-delà de ça, il y a eu des assassinats aussi. Oui, et puis parce que c'est une double défaite, du moins c'est la double peine. Comme tu dis, ils sont assassinés, la plupart c'est une génération sacrifiée, et en même temps, il n'y a plus les conditions historiques, il n'y a plus le mouvement réel, comme disait Marx, qui permettrait de s'en ressaisir de ces textes-là. C'est qui, finalement, ces oppositions, après, vont concerner des groupes politiques minuscules et qui n'auront pas les moyens de porter ce travail d'édition, peut-être. Et puis, surtout, encore une fois, parce qu'il n'y a plus de mouvement de masse, il n'y a plus... c'est ça que ça veut dire, une contre-révolution. Dans la contre-révolution, c'était une contre-révolution. La gauche et tout, on peut du tout la même image. Ouais. Quand, admettons, la génération, même quand ils ont renié tout ce qu'ils ont écrit, entre guillemets, là, on prend des gens comme Radek ou Boukharine, ils renieront, oui, ils diront que dans ces années-là, dans ce moment-là, c'est parmi leurs plus lourdes erreurs, etc. Quand on les lit, on se dit c'est parmi leurs plus grands moments de lucidité. Mais eux, ils vont dire c'est nos plus graves erreurs, etc. Et quand ils seront éliminés physiquement, ils sont éliminés dans des conditions même psychologiques où ils ne voient plus de perspective. Ils estiment que non seulement ils ont été battus politiquement, ils vont être éliminés physiquement, et il n'y a rien dans le monde qui les entoure, dans le monde de lutte, de ce qu'ils savent de la lutte de classe de cette époque-là, de ce moment-là, etc., qui montrerait qu'autre chose surgit, qu'autre chose peut surgir. Encore une fois, le plus profond de la contre-révolution, c'est la contre-révolution. Quand le procès de Boukharine... Quand le procès de Boukharine démarre, c'est le troisième grand procès de Moscou. Quand le jour où il démarre, l'Humanité en France fait une manchette, et en gros pour dire, on ferait bien de s'en inspirer chez nous. C'est-à-dire, ils ne sont pas en train de découvrir le premier procès, etc., etc. C'est ce qui est dit à l'ensemble de la classe par le canal de diffusion le plus massif, par le parti qui se réclame pourtant de la même révolution, etc. Leur dit, en gros, eux, ils vont se faire éliminer, parce que quand le procès de Boukharine s'ouvre, la question, ça ne va pas être la recherche des preuves ou quoi que ce soit. On sait que c'est la nouvelle charrette, c'est la nouvelle charrette. Et l'Humanité met une manchette pour dire, on ferait bien de prendre exemple sur ce que fait l'URSS. Sous-entendu, quoi, il faudrait vraiment éliminer physiquement nos opposants. Donc ils vivent dans un monde comme ça. Moi, c'est le cauchemar. C'est un cauchemar qu'avait vu Rosa Luxembourg, hein, quand elle le voit, quand elle dit, à partir de maintenant, la contre-révolution se fera sous le drapeau même de la révolution. Et pour eux, il y a une des lettres comme ça. D'ailleurs, elle doit y être la lettre ouverte qu'a fait en 17. Vous retrouvez des choses comme ça. Où je crois que je la cite. Hein, il y a une grande lettre ouverte aux camarades. C'est une lettre très très importante. C'est une lettre politique là de Rosa Luxembourg qui est très importante. Et si jamais je devais la retrouver, ce qui n'est pas évident. Oui, lettre ouverte, scission, unité et démission, qui paraît dans Der Kampf le 6 janvier 17.
Oui, je vous lis l'extrait de ce qu'on a dit, je vous dirai quand il y a des guillemets. Aussi n'hésita-t-elle pas à parler de situation, guillemets, situation historique jamais vue dans l'histoire mondiale, fin de citation, et dans ce, citation, processus historique de proportions gigantesques, elle insiste très lourdement, souvent là-dessus, il se joue quelque chose d'essentiel. Elle comprend que dorénavant, toute contre-révolution se fera sur le drapeau même de la révolution, dès lors que, citation, le parti cesse de pratiquer la politique qui implique son essence même. Ça, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'on a un parti qui a une pratique qui n'est pas ce pourquoi il a surgi historiquement. Les partis surgissent historiquement pour participer au processus d'émancipation de la classe ouvrière, de toute la société, mais c'est tout le cas. Et là, elle dit quelque chose de très important, je cite encore, « Les masses, attirées sous les bannières de la social-démocratie et des syndicats en vue de livrer combat au capital, ont été aujourd'hui, par ces organisations précisément, placées sous le joug de la bourgeoisie, comme elles ne l'avaient jamais été depuis qu'existe le capitalisme moderne. » Là, elle rend compte de cette transformation aussi qui est propre à la Première Guerre mondiale, qui est l'intégration dans le capitalisme d'État de tous les organismes ouvriers, et qui deviendront je dirais, pas la police, les gardes de classe au sein de la société capitaliste pendant toute l'histoire du XXe siècle. Mais ça, c'est une interprétation qui n'est pas, je dirais, là je déborde. Ça, c'est la citation qui peut aller dans la brochure Smolny. Ça, c'est, par contre, moi, comment je continue la discussion. C'est pas une position, du moins, c'est pas une plateforme Smolny hein, que je vous délivre loin sans feu. Vous êtes combien Smolny? Voilà, c'est une structure donc ouverte où il suffit de dire que l'adhésion consiste à participer à la liste générale. Et là, on est une trentaine. Et après, on se regroupe, les équipes, en particulier les équipes éditoriales, se recomposent, se font pour chaque projet. Il y en a qui regardent en avance sur d'autres avant-projets, des suggestions, etc. Puis après, c'est à la cantonade, alors même si la cantonade prend soit la forme d'une réunion en général, quand il y en a, mais c'est pas évident, hein, quand on est très dispersé géographiquement, soit la cantonade par mail, ou alors qui veut bien se mettre sur tel projet. Donc c'est un travail militant, pas rémunéré? Non. Pour les équipes éditoriales, en tout cas, c'est clair. Par contre, la question des traductions est un peu différente. On essaye, moi si on fait plus qu'essayer, on fait en sorte que les projets longs, lourds de traduction d'inédits se fassent avec un contrat de traduction dans des conditions correctes, qu'on discute avec la bonne personne. Et comme on en discutait tout à l'heure avant que la réunion commence, si possible avec une personne qui va jouer le jeu de l'équipe, de travailler aussi dans l'équipe éditoriale. On fait un contrat parce que, et puis il y a paiement, etc. Comme il faut, mais l'idée c'est de participer après au travail éditorial, qu'on discute la traduction elle-même, la personne si elle veut participer à la notation, elle participe aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les révisions. Les révisions, c'est du travail bénévole. Voilà. Et les inédits, c'est les inédits. Voilà. On essaie de faire un contrat parce qu'on a aussi des traducteurs ou traductrices dans le collectif qui insistent à juste titre pour que sur l'idée, qui me paraît juste, il y a pas une immense majorité des membres de Smolny, il faut aussi que ça puisse être une occupation, un travail à plein temps, un travail rémunéré correctement, et qu'on n'est pas obligé de faire tout passer à l'arrache et
en exploitant le bénévolat, quoi, comme on le trouve parfois dit. Ce qui est à l'échelle de ce qui est à traduire, c'est pas un mince problème. Là, on bénéficie dans la collaboration avec Abonne. C'est vrai qu'Abonne prend sur lui souvent de faire le premier tampon sur les traductions. On prend à sa charge les traductions pour qu'elle puisse démarrer, etc. Sinon c'est pas possible. Peut-être Jonathan, peut-être dire deux mots de ton travail. Donc Jonathan qui a juste... Et donc c'est un petit livre qui se lit donc comme ça. Et il y a plusieurs versions différentes. Du coup c'est de la sérigraphie, donc avec des versions de papier. Il y a des versions où ça fait juste un accordéon avec le recto verso qui est vraiment fait sur le papier. Et sur le sujet qui nous intéresse, moi j'ai entendu qu'il y avait cet appel à projet pour travailler sur Rosa Luxembourg. Je connais un petit peu les mouvements révolutionnaires du début du siècle, les mouvements spartakistes, ces choses-là. Du coup, j'ai trouvé ce texte qui m'a bien intéressé, entre autres parce que sur le sujet dont on discute un petit peu, il est de 1902, je sais pas, enfin sur le, peut-être quand il tire Rosa Luxembourg, mais il parle déjà presque des luttes oubliées de 1902, la révolte des boxeurs en Chine, il parle de révolte en Indonésie, dans plein de pays, des luttes pré-anticoloniales, des choses comme ça qui sont très intéressantes selon moi. Et je trouve ça vachement d'actualité. Ça parle de la fameuse éruption du volcan du Mont Pelé en 1902. A priori, l'opinion internationale s'est émue, a envoyé des sous, des gens pour sauver, des bénévoles, enfin des choses qu'on imagine tout à fait au début du XXIe siècle. Et elle parle de comment les gens qui envoient sont les mêmes qui tuent ailleurs dans le monde les gens. Donc ça va de la Russie, des tsars, à la France, à d'autres pays, des Anglais, etc. Et ça rappelle les luttes de cette époque-là, de Cuba par exemple, ou des choses comme ça. Après, moi du coup j'ai trouvé ce texte, je me demande si je ne l'ai pas découvert par Smolny, et après j'ai cherché des versions qui m'intéressaient, que je pouvais récupérer. Et du coup je me suis retrouvé avec une traduction avec laquelle j'ai commencé à faire ma petite maquette. Et du coup, au moment où j'allais la sortir, j'ai contacté la personne de qui j'avais choisi une note, et j'ai vu qu'il y avait 2 traductions et 2 ou 3 notes différentes. Donc j'ai pas pris la vôtre. Oui. Parce que j'étais parti là-dessus, et au moment où je me suis posé la question, il y a un mois, comme mon travail était déjà bien avancé, mais je commençais à regarder, à me dire bon c'est quand même important, si moi je parle pas allemand, du coup je pouvais pas aller chercher une version autre, et j'ai pas fait l'effort de trouver quelqu'un qui parle allemand pour aller trouver la meilleure version, des choses comme ça. Et du coup j'ai regardé un petit peu votre traduction, je l'ai trouvé plus littéraire, moins poétique que celle-ci, clairement. Après, je crois que celle-là est bien. Hein. Ouais. Et après, du coup, j'ai regardé assez rapidement. Je me suis dit que celle-ci me convenait pour l'approche que je pouvais en avoir. Du coup, j'ai contacté le traducteur et des gens pour les notes. Donc, Jean-Michel Quay, des Amis de Spartacus, qui a fait la traduction et qui m'a laissé gentiment les droits. Et les notes sont de Démocratie communiste. Et du coup, ils n'ont que 8 ou 9 notes, et je crois que vous en avez plus, et qui sont intéressantes. À moi, les notes m'intéressent beaucoup sur ce genre de travaux. Oui, parce que du coup, toutes les luttes sont rappelées. Elles parlent de révolte de Fashoda, ou de plein de choses qu'on ne connaît pas, et qui sont évoquées un petit peu dans les notes, et c'est assez important pour se resituer. Il y a moyen d'en faire beaucoup, j'imagine. Moi, je n'ai pas travaillé sur le texte, mais j'avais fait les notes de la version qui est sur Smolny. La traduction là est très bien. Ouais, je le trouvais aussi, et puis ils ont été vraiment sympas, et je trouve qu'ils font Jean-Michel Quay a l'air d'avoir fait un travail de traduction qui a l'air bien, en tout cas, sur les sujets. Le tome 4 de Rosa Luxembourg, en l'occurrence, on le fait en bonne entente avec les Amis de Spartacus, de Jean-Michel Quay, et de la personne de Démocratie communiste. D'accord, très bien. Qui travaille avec nous sur le tome 4. Et du coup, après, pour passer à autre chose, l'idée c'était, je vais vous montrer une version en petit accordéon. Du coup, j'ai aussi des versions qui sont juste comme ça, le petit accordéon. Et l'intérêt c'est de la sérigraphie, mais après ça marcherait pareil pour de l'impression. L'intérêt de ça, c'est que par exemple, du coup, je peux faire mon tirage en faisant seulement un recto verso de la même image, qui est celle-ci, que je mets à l'envers, et ça me fait un mini-livre de 8 pages
avec juste un fichier que je fais recto verso en le décalant. Enfin voilà, des astuces d'édition finalement, sans agrafe, et avec un seul fichier à préparer, bon, qui est tout prévu au millimètre par Photoshop, même l'endroit où ça va être coupé à peu près. Et, mais voilà, du coup, normalement je faisais un verso, je faisais ça d'un côté, et je passais ça au verso, et ça me fait les deux bandes qui font l'accordéon, ou le poster. J'ai tenu à faire les deux, et puis bon, ce qui s'est passé pour moi en tant que graphiste, et moi je suis plus dessinateur, je fais de la sérigraphie, et qui est assez difficile ici, c'est qu'en sérigraphie, on crée des pochoirs, on fait notre système comme ça. Bon, je pourrais vous raconter les détails. Des fois, on a des petits endroits où l'encre ne passe pas. Et pour du texte, ma première version, j'avais des moments où j'ai 1,5 cm où c'est pas lisible. Pour du texte, c'est pas permis. Moi, je fais des affiches, ça fait des très belles affiches, même s'il y a des petites coquilles d'1 centimètre. Pour du texte, c'est vrai que si je perds même un demi-centimètre au mauvais endroit, c'était fichu. Du coup, j'ai refait cette version en violet et en noir. J'avais fait une première version bleue où le cadre se bouchait. J'ai pu en faire que 3 avant que ce soit bouché. Et c'est vrai que pour du texte, j'avais pas droit à l'erreur à ce niveau-là sur de la sérigraphie et avec des notes écrites en tout petit en plus. Voilà. Et en passant pour la télé, ça c'est des vraies coquilles, donc c'est des versions faites à partir de macules. Du coup, c'est des sérigraphies tachées que j'avais laissées de côté, et ça fait des versions enfin, tout à fait uniques et qui ont du coup une double couleur. Devant la télé avec le petit gars dans la